Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années, avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Vous pouvez écouter mon témoignage dans l'épisode 4 de ce podcast. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Thaïs, qui a 39 ans et qui souffre de myasthénie. Thaïs m'a profondément touchée par son histoire, sa force et sa demande de laisser une trace de son histoire avec sa voix avant qu'elle ne subisse une trachéotomie. Ce qui est incroyable dans son parcours, c'est que le bon diagnostic a été posé très rapidement sur ses symptômes. Malheureusement, étant un cas atypique, les médecins sont revenus sur celui-ci. Lorsque son état se dégrade, on lui propose alors des rendez-vous en psychiatrie. C'est à partir de là que sa prise en charge se complique. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme pleine de force et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thaïs. Bonjour. Bon, ça fait très longtemps que l'on veut se retrouver pour enregistrer ton témoignage. Je sais pas, je crois que ça fait quoi, 1 an qu'on avait échangé nos premiers messages. J'étais à Paris, je me souviens. Et puis tu m'avais contacté lors d'une insomnie commune. On avait échangé quelques messages en pleine nuit. Et puis la vie fait qu'on enregistre qu'aujourd'hui. Bon, tu as eu de multiples ennuis de santé et je me voyais pas te relancer. Puis c'est toi qui es revenu vers moi. Et puis avec les dernières nouvelles où tu me disais que tu allais subir une trachéotomie, que ça te tenait vraiment à cœur d'enregistrer ton témoignage, bien là on se cale à un moment comme ça, une fois que nos enfants sont couchés, pour que ta voix aille le plus loin possible et qu'elle porte ton histoire. Donc je vais te donner la parole. Je viens de regarder, c'est le 25 octobre exactement. Tu te rends compte ? Donc quasiment un an, jour pour jour, on enregistre ton témoignage. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est la pathologie dont tu souffres, quels sont les principaux symptômes et depuis quand tu as commencé à avoir ces symptômes-là ? En fait, je vais préciser quelque chose, c'est que mon cas, il est pas typique. La plupart des personnes qui ont la myasthénie auto-immune comme moi ont des symptômes qui se domptent correctement avec les thérapeutiques qui sont sur le marché. Surtout qu'il y a des labos, maintenant, il y a pas mal de labos qui s'intéressent de plus en plus à la myasthénie. Et ils ont mis des traitements sur le marché qui fonctionnent très très bien. Mais pas sur moi.
Et je veux pas faire peur, en fait, aux personnes qui pourraient être atteintes de myasthénie et s'identifier. Je suis sur un groupe de malades et tout le monde, par exemple, sait que je suis pas un cas de référence du tout. D'accord. Oui, c'est important de le préciser pour que les gens qui viendraient d'apprendre, par exemple, qu'ils souffrent de cette pathologie-là, ne se disent pas forcément qu'ils vont ne pas répondre au traitement comme c'est ton cas pour toi aujourd'hui, c'est ça? Oui, puis au niveau statistique, je crois qu'il y a 10% des malades de la myasthénie qui doivent être intubés une fois dans leur vie. Donc plusieurs fois, c'est encore plus rare, et d'en arriver à des extrêmes, la trachéotomie, c'est très très rare. Okay. Donc il faut vraiment pas paniquer à cette idée-là. Ok, merci de le préciser. Donc tu souffres de la myasthénie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette maladie? C'est une maladie qui est assez fourbe parce que c'est un dysfonctionnement du message nerveux qui passe pas des nerfs aux muscles. Et on a identifié plusieurs protéines qui peuvent être défaillantes à ce niveau-là. Mais on n'a pas identifié tous les anticorps qui peuvent agresser ces protéines-là. Et du coup, moi, je suis ce qu'on appelle double séronégative, parce que tous les anticorps qui sont testés, je réponds pas à ces tests. Ce qui fait qu'au départ, quand j'ai eu les premiers symptômes, j'avais un symptôme typique, c'est que j'avais juste la paupière qui tombait, la paupière droite. Ça a commencé il y a longtemps? Ça a commencé quand? Il y a 3 ans et demi, un truc comme ça, parce que c'était après mon accouchement, j'étais encore en congé maternité. D'accord. Et souvent, on dit que les pathologies auto-immunes, elles flambent, soit elles flambent pendant la grossesse, soit elles s'éteignent. Et j'en ai une autre, qui est rénale, par exemple, et à chaque grossesse, elle s'est complètement apaisée. Bon, pas de bol, la dernière grossesse, elle a tout fait flamber. Et j'avais juste cette petite paupière qui tombait, et en fait, tout le monde s'est affolé autour de moi, parce qu'une paupière qui tombe, en fait, ça leur fait penser à des choses graves, des tumeurs, des maladies vasculaires aussi. Il y a un truc qui s'appelle le Claude Bernard Horner, un truc comme ça. Et en fait, c'est quand on commence à avoir une paupière qui tombe, des maux de tête, tout ça, il faut agir très très rapidement, parce que ça pourrait mener à un AVC, des choses comme ça. Donc j'ai très très vite été hospitalisé en neurologie, où j'ai pas compris pourquoi on m'a gardé une semaine, alors que moi je me sentais plutôt bien, j'avais juste ma paupière qui tombait. Et au fur et à mesure, en fait, ils se sont rendus compte que ma paupière la paupière le matin, elle était à peu près correcte, que le soir c'était vraiment une catastrophe. Et moi je m'en rendais à peine compte, parce qu'en fait on compense. Parfois ma paupière elle est à peine ouverte, mais je vois encore. C'est assez surprenant. Ou parfois mes muscles oculaires, en fait, ils n'arrivent plus à se coordonner. Donc j'en viens à loucher complètement, et je vois net. Donc ça, c'est le cerveau qui compense, et du coup ça laisse passer parfois certains symptômes à la trappe. Ces symptômes oculaires-là, quand ils ont exploré, en fait, ils ont rien trouvé d'autre que la myasthénie qui correspondait en fait à tous les résultats des tests, parce qu'ils avaient fait un test qui s'appelle le test du glaçon. Alors c'est pas possible sur tous les symptômes, parce que en fait c'est poser un glaçon pendant 1 minute sur la paupière qui tombe et regarder l'effet du froid, voir si la paupière elle se relève complètement ou pas. Et chez moi en fait j'ai eu les 2 yeux grands ouverts tout de suite. Et donc ça montrait quoi? Et ça pour eux c'est un test caractéristique de la myasthénie. Pour eux c'est presque un test diagnostique. Parce que sinon, une personne lambda, si on met un glaçon sur sa paupière, elle remonte pas? Normalement, non. D'accord. Enfin, j'ose espérer. Mais je sais pas, quand on regarde un petit peu, c'est vrai que ce test-là, au départ, quand ils avaient moins de moyens, que les EMG, tout ça était moins accessible, ils utilisaient beaucoup le test du glaçon sur les symptômes oculaires. Mais les gens qui commencent à avoir une myasthénie sur des symptômes comme des troubles de déglutition, des lourdeurs au niveau des bras, des jambes, le test du glaçon, il a pas de sens, en fait. Parce que on voit pas il y a rien de visible pour l'extérieur. Là, les médecins, ils se sont appuyés là-dessus et sur le fait qu'à l'effort, quand ils me faisaient faire des tractions, enfin, ils me faisaient monter et descendre sur mes jambes, mes paupières, en fait, se descendaient toutes seules. Et je m'en rendais même pas compte. Et quand je suis sortie de la première hospitalisation, on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est pas grave.
vous aurez qu'à mettre un glaçon sur les photos de famille, mais vous avez même pas besoin de traitement, ça va pas, vous pourrez vivre comme ça. Mais du coup, tu as le diagnostic tout de suite de ta pathologie ? Alors au début, oui. Et puis 1 mois après, quand j'étais hospitalisée, parce que là je commençais à avoir, j'arrivais pas à tenir longtemps sur mes jambes, mes pieds trébuchaient. En fait, dès qu'il y avait un tout petit relief sur le sol, mes pieds tapaient dedans et je trébuchais tout le temps. J'arrivais pas à lever les bras pour aller chercher une casserole, des choses comme ça. Et du coup, j'ai dû être hospitalisée pour ça, pour faire ce qu'ils appellent une cure d'immunoglobuline. Et là, ils ont commencé à douter, parce que je leur ai demandé si c'était psy ou pas. Ouais, j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Et à partir de ce jour-là, ils ont commencé à avoir des doutes, en fait. Parce que comme j'avais aucun anticorps qui répondait à la prise de sang, et que mes EMG étaient négatifs, ils se sont dit, bon bah, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être vraiment fonctionnel. Et du coup, ils ont retourné leur veste. Ils m'ont laissé le diagnostic quelques mois, et puis après ils ont dit non, bah finalement c'est pas ça, en se basant sur un dernier EMG qui avait été fait à Lille par un professeur. Et le professeur leur a sorti une statistique de son chapeau, en disant il y a 99% de chances que ce soit pas ça. Du coup, en service de neurologie, elle a invité tout le monde et elle m'a dit bon bah il y a 99% de chances que ce soit pas ça vu que votre EMG est encore négatif. Et je lui ai dit mais si je suis dans les 1%, on fait comment ? Et elle m'a dit, mais vous serez pas dans les 1%. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des précautions médicamenteuses. En fait, il y a des médicaments qui accentuent la défaillance de la fonction neuromusculaire. Et si je prends ces médicaments-là, je peux vite tomber en détresse respiratoire. Quelle est la classe de médicaments qu'il ne faut pas prendre ? Alors justement, il y en a plein. Il y en a dans toutes les classes. Il y en a dans les anesthésiants, les curares, tout ça, j'y ai plus le droit. Sauf si je suis intubé déjà. Mais il y a des antidépresseurs, il y a des anxiolytiques, il y a des antibiotiques. Il y a vraiment de tout. Ok. Et le médecin a mis dans son compte-rendu qu'elle levait toutes les précautions médicamenteuses à prendre. Sachant que je devais être opérée au mois de juillet, là on était au mois de mai. Et elle a dit, vous pouvez vous faire opérer tranquillement sans aucune précaution, il se passera rien. J'ai trouvé ça courageux de sa part de l'écrire. Sachant que j'étais pas vraiment d'accord avec elle, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui va pas, enfin. Et on a un traitement qui est symptomatique, mais en fait, il fonctionne que 2h30, 3h, pas plus. Au bout de ces 2h30, 3h, les symptômes, en fait, reviennent plus fort en intensité. Et ce médicament-là, il est très mal toléré par des personnes qui n'ont pas de myasthénie parce que ça multiplie le nombre de transmetteurs dans la jonction neuromusculaire. Donc des personnes qui n'ont pas de myasthénie, ils vont avoir énormément de crampes, des diarrhées, des nausées. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui peut être dur à encaisser. Et même nous, avec la myasthénie, au tout début, les myasthéniques, on est nombreux à avoir eu des maux de ventre et avoir des suées avec ce genre de médicaments parce qu'il faut le temps que le corps s'habitue quand même. Et ce médicament-là, ils ont voulu me l'arrêter aussi. Ah, c'est ce que j'allais dire, parce qu'elle te dit que t'as plus ça, mais elle te donne quand même ce médicament. Ah non, elle a voulu l'arrêter aussi. Et finalement, quand je suis sortie de cette hospitalisation, j'ai appelé mon médecin et j'ai dit, je fais quoi? Et mon médecin, il me dit, je sais pas trop, prenez un anxiolytique si vous en avez. Puis j'ai dit, oui, mais si c'est la myasthénie, un anxiolytique, ça peut mal se passer, en fait. Et du coup, j'ai décidé de suivre mon intuition à moi et de continuer le Mestinon, qui est notre médicament spécifique à la myasthénie. Et là, on était en mai, de mai donc 2021 à mars 2022. J'ai vu des neurologues en libéral qui me disaient si, c'est bien une myasthénie, il faut un traitement hospitalier. Et des neurologues hospitaliers, donc il y a des centres de référence des maladies neuromusculaires en France. Il faut savoir que j'habite à 30 minutes d'un centre de référence. Et quand j'ai rencontré la dame, la grande chef du centre, elle m'a dit que c'était peut-être une myasthénie ou peut-être pas, que c'était peut-être fonctionnel. Donc je devais faire tout un tas de tests, notamment une IRM musculaire, tout ça, mais aussi rencontrer une collègue à elle qui est psychiatre. Finalement, j'ai été convoqué que pour la psychiatre, pas pour le reste. Donc ça veut tout dire.
Et on m'a fait la même à Paris aussi, à la Salpêtrière. Donc une autre qui était soi-disant très calée sur les myasthénies. Mais comme après les myasthénies séronégatives, ils prennent des pincettes parce que les traitements, ils ont des grosses conséquences quand même. C'est des traitements immunosuppresseurs. Et cette dame, la Salpêtrière, elle m'a promis un traitement. Elle m'a dit, si vous voulez, on fait un test thérapeutique et on voit, parce qu'elle m'a dit, je connais l'impact sur la vie quotidienne et sur la vie familiale. Elle m'a dit, on peut faire un test thérapeutique. Et j'ai dû prendre un mois pour lui répondre parce que je voulais peser le pour et le contre. Sachant que ma compagne est médecin, comme ça je pouvais lui parler, elle s'est pas trop mouillée là-dedans, mais j'ai pu lui parler un petit peu des effets secondaires qui pourraient être nuisibles si c'était pas une myasthénie, tout ça. Et finalement, quand je lui ai dit ok, j'essaye parce que j'étais dans un état, j'avais perdu 28 kilos parce que j'arrivais plus à manger, que je me nourrissais que de compléments alimentaires et que j'étais dénutrie, j'ai reçu pareil des convocations chez des psychologues et des psychiatres, mais rien concernant un traitement de la fameuse myasthénie. Donc là, j'ai laissé tomber, je leur ai dit, faut arrêter en fait. En fait, faut pas proposer de traitement si on n'y croit pas et si on veut pas traiter. Dans ce cas-là, ils le disent directement. Oui, parce que ça te donnait de l'espoir. Mais oui, mais c'est ça, et sachant que, dans ce temps, j'explorais pas d'autres pistes de médecin en plus. J'avais déjà un suivi psy. En plus, avant ça. Et ils le savaient. Donc je pense que ça a joué aussi sur le fait que, comme j'avais des antécédents psychiatriques. Alors je précise que mes antécédents psychiatriques sont liés à l'agression d'un élève sur mon lieu de travail. Donc c'était une agression physique quand même et qui justifiait en fait les troubles fonctionnels que j'ai eu derrière, parce que j'ai eu des gros troubles au niveau de la mémoire, de la parole, de l'équilibre, mais c'était lié à l'agression. Là, j'avais vraiment aucun événement déclencheur de quoi que ce soit. Du jour au lendemain, je me lève, j'ai la paupière qui tombe, on était dans le plus beau des mondes, je venais d'apprendre que je pouvais faire la formation sur laquelle j'ai postulé une seule fois, mais je rêvais de la faire depuis 2 ans. Enfin, c'était vraiment, tout allait bien dans le meilleur des mondes et il y avait pas quand on cherchait, on voyait pas ce qui pouvait déclencher ça. Et j'ai vu une neurologue libérale en décembre. Et elle m'a dit, il faut pas vous faire soigner sur l'île, là, vous trouverez personne. Et elle m'a dit, et en fait, cette neurologue, elle avait fait une partie de ses études à Garches. Et elle m'a dit, les séronégatifs, c'est à Garches qu'il faut aller, c'est pas ailleurs. Parce que vous trouverez personne et à chaque fois, on va vous psychiatriser. Et elle était inquiète parce qu'elle trouvait que j'étais déjà bien avancé. Bien entamée quand même. Parce que je commençais à avoir quand même des troubles respiratoires. J'étais essoufflée pour pas grand chose. Alors qu'avant, je courais des marathons. C'est quand même... non, parce qu'il y en a, ils me disent, c'est parce que vous êtes un peu fainéante. Vous êtes essoufflée parce que vous faites pas de sport. Je dis, avant, je faisais du sport plusieurs fois par semaine quand même, donc faut pas... Et finalement, j'ai eu rendez-vous à Garches par un grand hasard. C'est via le groupe de malades. Il y avait une fille qui était à Garches, qui était suivie par le professeur, le chef de service. Et pour rigoler, je lui ai dit, j'attends toujours un rendez-vous, parce que moi, j'arrivais pas à avoir de rendez-vous. Impossible. Et elle l'a dit à son médecin. Elle a dit, il me faut un rendez-vous pour une collègue qui est malade et que personne veut soigner. 15 jours après, ils m'ont pris en rendez-vous. Heureusement que t'as eu ce contact-là, finalement. C'est elle qui a tout... Alors c'est marrant, c'est que du coup, maintenant, on est un peu liés, quoi. Elle est venue me voir d'ailleurs à ma première hospitalisation là-bas, ça m'avait touché. Parce que Garches, c'est en région parisienne, donc de Lille, ça te fait 2h30 au moins de route, non? Alors moi j'ai 300 km parce que j'habite pas à Lille. Donc j'ai 3h30, 4h de route à faire tous les lundis. Tous les lundis, tu fais cette route-là pour aller à Garches? Actuellement c'est tous les lundis, mais au départ c'était pas ça. Pendant un an et demi, j'y allais une fois par mois, mais j'étais hospitalisée tous les mois parce que mon état se dégradait de plus en plus. Et ce chef de service-là, il m'a dit tout de suite, en fait, il a validé le diagnostic en disant que c'était typique, qu'il y avait pas, c'est pas parce qu'il y a pas d'anticorps que ça existe pas, en fait, les symptômes. Parce qu'il faut savoir qu'en juillet, j'avais passé une nasofibroscopie. Donc c'est une caméra qui passe dans le nez et qui descend dans la gorge. J'avais vu un ORL parce que pour mes troubles de déglutition, du coup.
Et en fait, il m'a dit que mes cordes vocales étaient paralysées. Et elles le sont toujours partiellement d'ailleurs. Il m'a fait faire plein de petits tests de son et de déglutition, tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que les liquides y passaient même quand j'avalais pas, des choses comme ça. Enfin, il m'a dit, ça va pas, il y a rien qui se coordonne là-dedans. Et grâce à ça, au final, ça m'a ouvert un peu plus de portes, d'avoir cette ORL qui confirme qu'il y a quelque chose. À Garches, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, c'est tristement typique au final de voir des gens arriver comme ça de loin et pas être pris au sérieux chez eux. Au final, c'est la Sécu qui paye. Et les patients. Oui, après, faut avoir le courage parce que moi, j'ai mis 1 an exactement à être soigné, un peu plus en fait, 1 an et 1 mois pour être prise en charge. Et c'est très rapide. Mais au final, à la vitesse à laquelle ça a évolué chez moi, il fallait que ce soit rapide parce que sinon, il m'aurait retrouvé dans un état lamentable. Quand à Garches, il te confirme vraiment le diagnostic, quelle est ta réaction? Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là? En fait, j'ai pas réagi parce que je me suis dit, c'est pas la première fois qu'on me dit que c'est peut-être ça, tout ça. Enfin, je me suis dit, j'y croirai quand on me traitera. Sur le coup, il a fait une prise de sang pour revoir les anticorps et il m'a dit, on attend le résultat dans 3 semaines. Si avant 3 semaines ça se dégrade, vous m'appelez, on fera quelque chose avant. Sinon, on se reverra un petit peu après. Et je lui dis, encore un qui va rien faire, quoi. Et finalement, quand j'ai appelé 3 semaines après, enfin avant les 3 semaines, parce que ça allait plus du tout, ils m'ont pris tout de suite en hospitalisation et ils m'ont gardé 3 semaines. Pendant ces hospitalisations, tu as quels soins? Tu as intubé ou c'est pas à ce moment-là? Pas toujours. La première année, j'ai pas été intubée. Je suis même pas allée en réa la première année. Mais j'ai eu des sondes nasogastriques pour pouvoir être nourrie correctement. Et en fait, ils passent des traitements. Alors à l'époque, ils passaient des immunoglobulines. Donc c'est supposé en fait remplacer nos immunoglobulines à nous et protéger nos anticorps. Protéger nos protéines et bouffer les anticorps qui sont pas les bons. Maintenant, je suis même plus traitée par immunoglobulines parce que on en est venu au bout. Donc au départ, la première fois que j'y suis allée, on a fait une cure d'immunoglobulines. Ils ont instauré un traitement par voie orale à base de cortisone. Donc comme ça, j'ai eu le droit à gonfler comme un hamster, comme tous les myasthéniques. Et ça, c'est super dur, je trouve. Ouais, et de l'Immurel, donc des immunosuppresseurs. Mais il se trouve que ça n'a pas été suffisant pour moi. Donc on a dû passer sur des traitements par voie veineuse au bout d'1 an. Parce qu'il y a un examen qui s'appelle les EFR. Et ça, personne me l'a fait avant. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, en fait, ça veut dire épreuve fonctionnelle respiratoire et on va mesurer le volume global, enfin le volume total d'air expiré et d'air inspiré, mais aussi les pressions qui montrent bien la force musculaire avec laquelle c'est expiré et inspiré, parce que on peut souffler tout doucement, mais on peut souffler de manière plus forte. Vigoureuse, ouais. Comme quand on souffle des gâteaux sur des bougies, pardon. Des gâteaux sur un bougie, ça fait bizarre. Mais quand on souffle des bougies, ça fait et tout ça, c'est mesuré par c'est assez simple, hein. Ça peut même être fait en portatif. Et jamais personne me l'a fait. Et en fait, on s'est rendu compte dès la première hospitalisation que j'avais déjà perdu 40% de ma capacité vitale respiratoire. Donc j'avais 40% de volume en moins. Au lieu d'avoir 100%, j'étais déjà à 60%. Aujourd'hui, on a fait les EFR hier, j'étais à 24%. En fait, s'ils m'avaient pas soigné à ce moment-là, je pense que ça se serait dégradé beaucoup plus vite. Parce que là, ça s'est dégradé, mais lentement. Et personne n'a jamais fait ce test. Alors qu'il est quand même assez concluant, parce qu'au final, mon diaphragme, c'est un des muscles qui est le plus affecté. Et quand je souffle, je suis incapable d'éteindre une bougie. Bon, c'est pas grave, j'ai les enfants pour le faire, ils adorent. Et du coup, dans ton quotidien, ça t'impacte énormément, ta pathologie? Alors, moi, ça m'impactait pas trop au début. Et plus ça va, plus j'ai dû réguler parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment lever le pied. Le repos, c'est 50% du traitement. Parce que les symptômes sont réversibles au repos. Quand ils sont pas réversibles au repos, c'est qu'on est dans une poussée qui est déjà un peu plus grave. Avant, je voulais pas, en fait, mettre de plage de repos dans ma journée parce que je voulais pas admettre que c'était nécessaire. Et que t'en avais besoin. Et je voulais continuer à travailler, enfin, c'était
Mais je continue à travailler, hein, mais je travaille une journée par semaine, là, par exemple. Oui, j'ai vu que tu avais eu enfin une reconnaissance pour pouvoir avoir un revenu sans travailler autant que ce que tu faisais. Ah oui, parce que la CPAM, elle est mignonne, en fait, c'est que comme j'étais prof des écoles et qu'on m'a un petit peu évincé en me disant qu'ils pourraient rien faire de moi, en fait, j'ai vu une neurologue expert qui m'a dit, mais avec quelqu'un à un stade comme vous êtes, vous retournerez pas en classe. Et c'est gentil de me dire ça. Et du coup, ils me proposaient juste de me garder en arrêt longue maladie pendant 5 ans. Ils m'ont dit, après, on verra. Mais longue maladie, c'est la moitié du traitement, et puis c'est tourner chez soi, tourner en rond à la maison, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai refusé. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Et quand j'ai ouvert mon cabinet, en fait, je me suis demandé l'invalidité même un peu moins d'1 an après. Et la MGEN, qui est la caisse d'assurance des profs, a mis plus de 6 mois à transférer mon dossier à la CPAM. Donc j'ai perdu 6 mois, et en fait à la CPAM, le rejet de mon dossier la première fois, c'était vous cotisez pas depuis suffisamment longtemps à la CPAM, alors que je cotisais à la MGN, hein, mais ça marchait pas. Vous avez pas travaillé suffisamment longtemps et vous gagnez pas assez pour qu'on prenne en compte votre dossier. Donc ils savaient même pas pourquoi je demandais. Mais ouais, la CPAM elle-même me disait vous avez pas travaillé assez, donc elle me poussait à devoir travailler plus pour accéder à l'invalidité. Oui, c'est complètement à contresens de ce qu'il aurait fallu pour ta santé et à contresens de ils te disent quelque chose parce qu'ils ont notion que tu peux pas travailler, mais ils te disent pour pouvoir en bénéficier, il faut travailler plus. Ça n'a aucun sens. Et ça te mettait en danger. Mais c'est l'administration. Et finalement, là, quand j'y suis allée il y a 1 mois, la dame, j'ai posé le dernier compte rendu de la réanimation, elle l'a lu, puis elle me dit, je crois qu'on a pas trop de questions à poser. Je dis, bon, bah voilà. Et ils ont statué tout de suite sur l'invalidité, parce que de toute façon, ils peuvent pas faire grand chose de moi. Tu le vis comme un soulagement de te dire que tu vas pouvoir lever le pied, ou est-ce que c'est compliqué pour toi? Non, là, j'ai déjà levé le pied, parce que de toute façon, je pouvais pas continuer comme ça. En fait, en novembre, j'étais évacuée à Garches en hélicoptère. Donc en novembre 2023. Ouais. J'avais déjà été intubée et tout, mais là j'étais pas intubée, mais on m'a évacuée de Dunkerque, de l'hôpital de Dunkerque qui m'a pris en urgence. En fait, j'étais en séance chez ma psy et j'avais de plus en plus de mal à respirer. Et elle m'a dit, je vous laisse pas rentrer comme ça chez vous. Donc on a appelé les pompiers qui m'ont conduite à Dunkerque. Et en attendant d'avoir de la place à Garches, je suis restée en réa à Dunkerque. Mais après, on m'a héliporté jusqu'à Garches. Et là, j'ai commencé à vraiment lever le pied parce que il y a eu un tournant. C'est à partir de ce moment-là où on a quand même augmenté les traitements. Donc, on a rajouté des traitements à ce que j'avais déjà. Là, en fait, j'ai 2 anticorps monoclonaux qui sont par injection, un anticomplément. Donc, c'est pareil, c'est toujours immunosuppresseur et c'est par injection. Et ça a des effets? Ça a des effets sur ta maladie? Sur la maladie? Ouais, bah oui, quand même. Heureusement. Mais pas autant qu'il le souhaiterait, en fait. Ok. Mais ça me permet de respirer entre les phases où j'ai besoin, parce que maintenant, je dois mettre la VNI pendant la journée. Donc, j'ai besoin de temps de repos avec la VNI, et ça me permet d'avoir des phases où je peux la retirer. Donc la VNI, pour ceux qui connaissent pas, c'est la ventilation non invasive? En fait, c'est comme. On avait commencé par un test d'apnée du sommeil, et j'avais une petite machine là d'apnée du sommeil, et au final ça y ressemble drôlement, mais c'est juste que elle force à respirer, alors que pour l'apnée du sommeil c'est l'expulsion d'air en continu qui permet d'ouvrir les voies respiratoires. Là c'est carrément les réglages, en fait, ils sont fixés sur ma respiration naturelle à moi pour que la machine m'envoie de l'air et me force à respirer en suivant mon cycle naturel. Et ils m'ont passé sur une VNI qui est un peu plus élaborée pour que je puisse l'avoir sur batterie et puis que je puisse l'utiliser sur mes transports quand je vais à Garches, notamment, en voiture. Ou même quand je vais au travail, si j'ai une pause ou quoi. C'est pas toi qui conduis pour aller à Garches, quand même? Je l'ai déjà fait, mais non, j'ai un taxi. J'ai énormément de chance, c'est que j'ai un taxi. J'ai le même taxi depuis 2 ans. C'est lui je peux l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit et du jour, il vient.
Et s'il peut pas venir, il me donnera pas n'importe quel collègue. Je suis vraiment, pour ça, je suis choyée. Énormément de chance. Ça doit être quand même très très fatigant, même quand on est en très bonne santé, de faire autant de routes. C'est très fatigant, donc j'imagine pour toi de faire ces trajets-là, ça doit être très très fatigant. Ah oui, c'est se lever à 5 heures, partir à 6 heures, aller dans les bouchons. Alors au départ, je dormais pas, mais maintenant je dors pendant le trajet. Ou je regarde des séries, enfin, j'essaye plus de rentabiliser. Avant, je voulais rentabiliser ce temps en essayant de travailler un peu, de faire des papiers, tout ça, et en fait, j'essaye plus. Maintenant, je dors, j'essaye de... Et même sur place, en fait, quand je reçois les perfusions, on a toujours l'impression que c'est assez anodin, ces produits-là, qu'on sent rien. Mais il y a quand même une énorme fatigue qui s'installe. Moi, j'ai beaucoup de nausées avec. Et des maux de tête. Donc là, j'ai mal à la tête aujourd'hui parce que hier, j'ai une perfusion et je suis resté couché toute l'après-midi dans le noir parce que je supportais ni lumière, ni bruit, rien. Donc même ça, faut le gérer avec les enfants. Et il y a que à l'hôpital de Garches que ces injections-là peuvent se faire. Il n'y a aucune possibilité de le faire plus proche. Ah non, ils pourraient à Lille. Mais ils doivent admettre que je suis malade. Ah, on en est toujours là, malgré les éventuels courriers de Garches, etc. Alors, Garches, la toute première hospitalisation que j'ai faite là-bas, elle m'a demandé l'autorisation d'envoyer un courrier à chaque neurologue qui m'avait vu jusqu'à ce que j'arrive chez eux. Donc j'ai dit oui. Donc il y en avait une dizaine. Et j'ai jamais eu de retour de qui que ce soit. Et incroyable. Je crois que juste pour une histoire de confiance, je pourrais pas aller à Lille parce que j'ai absolument pas confiance. Oui, c'est ça. Quand il y a 3 semaines, là, j'ai dû choisir avec le SAMU, en fait, quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit Lille ou Dunkerque, j'ai dit Dunkerque. Parce qu'à Dunkerque, en fait, ils ont mon dossier, ils savent que je suis suivi à Garches, ils prennent conseil au téléphone, et ils font ce que Garches leur dit. Ok. En attendant une éventuelle place là-bas. Oui, au moins tu sais que la prise en charge, elle est adaptée et qu'ils sont en lien, qu'ils te croient, qu'ils connaissent ton diagnostic et qu'ils... Mais c'est ça, parce qu'à Lille, comme ils sont centre de référence, ils vont vouloir le faire à leur sauce à eux. Et oui. C'est fou, c'est une espèce de guéguerre de prise en charge, alors qu'ils pourraient aussi voir ce qui fonctionne et réduire ton temps de trajet de manière significative, juste s'ils se mettaient en accord entre eux, quoi. Mais après, comme le dit le médecin de Garches, ça lui permet de voir de ses yeux comment je vais à ce moment-là. Parce que comme on m'a beaucoup mis dans la tête que c'était psy, après c'est moi qui ai dû demander à Garches, vous êtes sûr que c'est pas psy quand même? Enfin, j'ai insisté. Et ils se sont penchés à 3 spécialistes de la myasthénie. Ils ont regardé le dossier qui faisait je ne sais plus combien de pages. Et ils sont revenus me voir 3 jours après. Ils m'ont dit non, c'est pas psy, il y a trop de choses qui vont dans le sens de la maladie. Ils m'ont dit mais on vous a pas traité parce que c'est trop... En fait, rien que les traitements que je reçois aujourd'hui, ils sont testés par les laboratoires sur des personnes qui ont des anticorps au niveau des prises de sang. Il y a rien qui est testé au niveau des gens, enfin quasiment rien, il y en a quelques-uns, mais sur les gens qui n'ont pas d'anticorps révélés à la prise de sang, il y a quasiment rien. Donc au final, c'est la responsabilité des médecins de dire on la passe sur ce genre de traitement-là, alors qu'il n'y a pas de preuves biologiques aux prises de sang. Oui, je comprends. Par contre, ils m'ont vu arriver le visage à moitié paralysé. J'ai fait des tests aussi avec l'orthophoniste. J'ai toujours ces problèmes de liquide en fait qui coule avant. Quand on boit, il y a le moment où l'eau va dans la bouche, et après il y a le moment où on avale. Et en fait, moi, ça coule avant que j'avale. Ok. Mais c'est pas cool parce que du coup, ça va dans les bronches. Oui, tu fais des fausses routes. Oh oui, souvent. Mais enfin, maintenant, on est habitué. Au départ, ça fait un peu peur aux enfants, mais en leur expliquant un petit peu, ils comprennent. Justement, tu parles de tes enfants. Comment est-ce qu'ils perçoivent ta maladie, tes enfants? Alors du coup, je me suis servi de la théorie des cuillères. Parce que j'avais fait un jeu de cartes sur la théorie des cuillères, justement, pour expliquer... à l'époque, il était plus jeune quand même. Il avait quoi? Il avait 7 ans. Et je voulais lui expliquer la limite, en fait, que une même activité, pour lui et pour moi, ça avait pas le même coût énergétique. Et ça me semblait le truc idéal de le concrétiser. Et ça a bien marché. Et maintenant, je suis peut-être un peu plus
un peu plus ferme en disant bon maintenant si vous me laissez pas me reposer, je retourne à l'hôpital. C'est méchant, hein, je sais, mais c'est la réalité. Que parfois ils sont très très bordéliques chez moi. Et parfois je passe mon temps à ramasser derrière eux et je leur dis ce que je ramasse là, ça me coûte de l'énergie que j'ai pas. Je fais attention. Après vous allez être triste parce que je vais plus être là, donc une chose qu'on peut faire pour éviter que je sois absente, c'est m'aider à ramasser. Et en général, le message, il passe quand même. J'ai appris un truc, c'est qu'il faut dire aux enfants les choses. Parce que quand j'étais intubée, bah, bien sûr, je leur ai jamais parlé. Parce que on peut pas parler avec un tube dans la bouche. Mais quand on leur dit rien, les enfants, ils s'imaginent des trucs... Encore pire. Mais oui, c'est ça, ça laisse place à toutes leurs angoisses, en fait. Alors que quand on dit les choses... Moi, je prends des photos des infirmiers, des infirmières que je vois régulièrement, des locaux. J'ai pris des photos de moi intubée pour leur montrer en disant ça, c'était le tube pour respirer, ça, c'était le tube pour manger, ça, c'était qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait les électrodes, tout ça. Et de pouvoir faire ça, ça dédramatise beaucoup. Et je crois que peu importe la pathologie, quand quelqu'un a mal, parce que la myasthénie, elle fait mal aussi. Et ça, c'est récent. En fait, la médecin qui me soigne, Garche, elle a fait une étude. Et alors, ils ont pris une centaine de patients seulement. Et sur ces 100 patients, il y a quand même 70% de patients qui ont mal. Et c'était quelque chose, les médecins jusqu'ici, ils disaient toujours, ça fait pas mal. Donc, on était niés dans les douleurs. Et moi, j'avais déjà des douleurs neuropathiques avant d'avoir la myasthénie, qui était calmée uniquement par le mouvement. Donc je nageais, je courais, j'avais plus mal nulle part. Sauf que du jour au lendemain, on m'a dit tu peux plus nager, tu peux plus courir. Donc tu avais tes douleurs du coup. Ouais, et le fait de voir, moi mes enfants ils m'ont vu avoir mal, mais en fait c'est bien de pouvoir mettre des mots aussi sur les douleurs parce que eux quand ils ont mal, c'est la fin du monde pour eux. C'est insupportable. Il faut leur dire qu'on a des traitements qui sont là pour soulager. Là, j'ai annoncé hier soir à Timothée que j'allais avoir la trachéo. Et du coup, sa première question, c'est « ça fait mal ?» Parce que pour eux, c'est le pire du pire, avoir mal, en fait. Et je lui ai dit qu'on avait des médicaments pour soulager toutes les petites douleurs qui pourraient apparaître par rapport à ça. Et qu'au bout d'un moment, ça ferait plus mal, comme le neuromodulateur que j'ai dans le dos, quand il y touche, j'ai pas mal. J'ai un pack aussi pour tous les traitements intraveineux, en fait. C'est pareil, au départ, c'était sensible, la zone, le temps que la peau, tout ça, se remette bien. Mais une fois qu'on est habitué, ça fait plus mal, et ça, ils l'ont vu. Donc, c'est bien de pouvoir les rassurer avec des mots concrets, et des exemples concrets. Et je pense qu'on le fait pas assez, les enfants, on veut les préserver, et du coup, ma compagne, elle fait ça, elle leur dit pas grand chose. Et moi, je suis pas d'accord. Surtout que j'ai des directives anticipées qui sont très claires, c'est que je veux plus être intubée et je veux plus aller en réa. Parce que la myasthénie, elle a cette particularité, c'est que quand on est intubé, on est obligé de réveiller le patient. Ah oui. On peut pas, en fait, laisser les patients endormis intubés parce qu'il faut mesurer la force musculaire tout au long du traitement. Donc tout le séjour en réa, il faut être réveillé et pouvoir supporter la sonde d'intubation et tout ça. Et en fait, moi, je suis arrivé au bout, je le supporte plus. C'est devenu trop fréquent. Tous les 6 mois, aller en réa, c'est trop, enfin, même plus que moins que tous les 6 mois maintenant. Mais c'est trop. Du coup, j'ai réécrit mes directives anticipées en disant que je refusais la réanimation. Est-ce que c'est pour ça que Garche t'a proposé la trachéotomie ? Ah, clairement, je crois que oui, c'est pour pas que je meure dans mon lit. Parce qu'il y a une HAD qui s'est déclenchée suite à ça, en fait. Donc une hospitalisation à domicile. Ah oui, pardon. Je me permets pour les personnes qui connaissent pas tous les sigles, parce que sinon c'est difficilement compréhensible. Comme j'ai refusé d'aller en réanimation et d'être intubé la dernière fois, ils ont, sur Dunkerque, donc, où ils me disaient, vous serez transféré après sur Garches, quand il y aura de la place et tout. J'ai dit, non, je veux rentrer chez moi, je veux plus être intubé, tout ça. J'ai ma VNI à la maison, faites les hypnoses si vous voulez, si ça doit passer, ça passera, si ça passe pas, tant pis. Et du coup, en fait, on a mis en place une HAD pour que j'ai tous les produits à la maison pour que si ça passe pas, justement, j'agonise pas, en fait, trop longtemps, non plus. Qu'ils puissent me sédater.
parce que bon, mourir d'étouffement, c'est pas ce qu'il y a le plus sympa. Et pour que je puisse au moins finir avec les miens. Ça, c'était la réponse dans l'urgence du fait que j'ai pas voulu être intubée et tout ça. Et quand je suis retournée à Garches, non, elle m'a appelé, quelques jours après ma sortie d'hôpital, et elle m'a dit, est-ce que vous avez pensé à l'intubation, la trachéotomie, pour plus être intubée justement. Et j'ai dit, bah non, parce que, en fait, on en avait parlé une fois, mais il y a longtemps. Hein. Et je lui ai dit, mais moi jamais je fais de trachéotomie. Puis elle m'a dit, mais en fait, ça c'est les cas extrêmes. Elle me dit, on n'en est pas là avec vous. Et puis, bon, maintenant on y est. Je pense que c'est clairement parce que je veux plus être intubée que je supporte vraiment pas. Une fois, je l'ai arraché, hein, la sonde d'intubation. Et que je veux pas être réveillée avec cette sonde d'intubation dans la bouche, ça laisse trop de séquelles psychologiques. Et en plus, ça revient, c'est cyclique, donc ça revient trop fréquemment. Et je veux pas. Je veux plus, du coup. Donc, d'où la trachéo. Sur la qualité de vie derrière, qu'est-ce que ça va t'offrir la trachéotomie, dans le positif comme peut-être dans le négatif? La médecin qui m'a proposé ça, pour rigoler, elle m'a dit, vous aurez plus d'escarres sur le nez. Parce qu'avec la VNI, je suis obligée de mettre des pansements tout le temps sur le nez toute la journée, parce que j'ai la peau qui est très très fragile et du coup j'ai des gros escarres qui sont à force. Et c'est le premier chose qu'elle m'a dit, c'est, vous aurez plus les pansements, j'arrêterai de vous disputer parce que vous les mettez pas, enfin. Mais après, au niveau de la qualité de vie, en fait, ce qu'ils espèrent, c'est que en soulageant la respiration par une trachéo, parce que respirer par trachéo retire quand même toutes les voies aériennes. Donc il y a beaucoup moins d'efforts à faire quand même pour les muscles respiratoires. Tous ces efforts que les muscles respiratoires n'auront pas à faire, ça permet de conserver un peu d'énergie pour tout le reste. Et c'est vrai que ça montre quand même des bons résultats chez les personnes qui ont une myasthénie qui est trop instable. J'ai rencontré sur Instagram une personne qui a une myasthénie et qui avait elle-même demandé la trachéo parce qu'elle était intubée, elle faisait intubation sur intubation et elle en pouvait plus. Et finalement, la trachéo, c'est ce qui l'a sorti de cette chaîne d'intubation. Et comment elle vit aujourd'hui? Bon, comme une myasthénie. En fait, je crois que les gens se rendent pas compte, c'est que la myasthénie, elle est pas curable, mais elle est stabilisable. Mais pour la stabiliser, il faut garder une part de repos au quotidien. Même si on a l'impression d'être en super forme, il faut, en fait, ce qui n'est pas, les gens ont l'impression qu'ils peuvent déplacer des montagnes et puis ils le payent le lendemain et c'est dommage. Alors que si on veut que les choses soient stables sur le long terme, c'est se réguler, c'est essentiel, on est obligé. Et nous, on arrive à le faire avec un peu d'expérience maintenant, mais je me suis pris plein de murs. Hein. Mais pour beaucoup, c'est inenvisageable de se réguler, de renoncer à plein de choses. Moi, c'était la cuisine. Je disais toujours, je voulais pas arrêter de cuisiner. Et finalement, j'ai tellement été hospitalisée que ils ont dû se débrouiller sans moi, faire les courses sans moi et manger sans moi. Et j'avais l'impression que si j'arrêtais de cuisiner, j'étais plus une bonne maman. C'était ta manière de prendre soin de leur cuisiner des bons petits plats. Et ce soir, j'ai cuisiné, c'est la première fois depuis une dizaine de jours, parce que comme je sors de l'hôpital, tout ça, j'étais crevée. Et mon grand, il m'a dit, ça fait du bien quand tu recuisines. Parce qu'on n'a pas les mêmes façons de cuisiner, tout ça. Mais avant, j'aurais jamais fait cette concession-là. Et il y a plein de trucs qu'il faut accepter de renoncer pour pouvoir, au final, garder cette énergie pour les choses de base. Mais les choses de base, c'est juste manger. Et il y a certaines personnes pour qui manger, c'est tellement compliqué. Il faut pas leur parler, il faut le silence absolu, parce que si mâcher et avaler, c'est juste un parcours du combattant. Alors que c'est censé être quelque chose de simple. Avec la trachéotomie, tu vas perdre ta voix, tu vas pouvoir reparler même si c'est complètement différent. Comment ça va se passer? Alors, on m'a dit que je pourrais reparler, mais les médecins, je me méfie parce qu'ils sont très optimistes, les miens. Et en fait, de ce que j'ai lu sur Internet, dans un premier temps quand même, il y a les œdèmes liés à la pose de la trachéotomie qui font qu'on peut pas parler au début.
Et après, il y a des canules différentes selon si on peut parler ou pas. Donc ça, c'est eux qui vont la changer la première fois. En plus, ça nécessite un certain temps d'hospitalisation, quoi. Oui. De ce que j'ai vu de certains témoignages, la voix, elle reste quand même modifiée. Alors j'ai dit à mon grand, je pourrais plus crier. Il a fait, ouah, trop bien. Et en fait, nous, c'est déjà fatigant pour nous, les myasthéniques, de parler parce que les cordes vocales, elles répondent pas toujours bien. Enfin, souvent, en fin de journée, j'ai plus de voix. Là, j'ai dormi tout l'après-midi, donc ça va. Avec la trachéo, ça rend la parole quand même plus Difficile. Plus coûteuse, je pense. Et c'est pour ça que j'ai voulu enregistrer les livres pour garder mon rituel de la lecture des enfants. Parce que quand on m'a dit, bah, la voix, ce sera pas ça tout de suite. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon boulot. Bon, j'ai dit, bon, ça, tant pis, j'arrêterai le temps qu'il faudra. Et après, je me suis dit, mais en fait, la voix, le soir, j'ai tout un rituel avec eux, où quand je couche les enfants, c'est on lit une histoire qu'ils choisissent chacun, après ils discutent un peu, tout ça, et là, je pourrais plus faire ça. Et pourtant, c'est les meilleurs moments de la journée, au final. C'est le moment où on n'a plus rien à faire derrière, on sait que derrière, on peut même s'endormir dans le lit avec eux, c'est pas gênant. Tout est fait, et je me suis dit, mais j'ai pas envie de renoncer à ça. C'est pour ça que j'avais lancé cette histoire d'enregistrement de livres. Je suis en retard, j'en ai pas beaucoup. Enregistré encore. Moi, j'ai pas de date encore, hein, ça va venir, elle est en vacances. Oui, c'est ce que j'allais te demander, si tu savais à peu près dans combien de temps aurait lieu cette opération. Mais en fait, je vais faire des examens avant pour voir si c'était possible. Hier, on a fait un scanner cervical, c'est pour vérifier la position aussi des gros vaisseaux. Parce que parfois, les gens sont mal fichus et ça pourrait gêner sur une trachéo et ce serait con de mourir d'une hémorragie. J'ai fait les EFR complètes, donc là, c'est plus poussé et avec et sans ventoline parce que j'avais de l'as. Donc, pour vérifier vraiment où j'en suis sur le plan respiratoire. Et l'infirmière que je connais bien, elle me dit, c'est marrant, en fait, ça fait tes courbes, elles sont écrasées. Donc, si on compare à quelqu'un de normal, qui a une belle amplitude, tout ça, moi, j'ai une courbe qui est toute écrasée. Quand je respire, c'est des toutes petites inspirations et que je fasse un effort ou pas. Là, on a fait tous ces examens-là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et des prélèvements sanguins aussi hier, parce qu'il devait vérifier des trucs. Et je pense qu'avec ça, elle décidera de la date d'opération, sachant que je lui dis que je préférais que ça se fasse vite pour pas faire de mieux. En fait, au plus on réfléchit, plus on a envie d'annuler. Bien sûr. J'ai déjà dit à la psy, si je vous dis d'annuler, le faites pas, hein. Je risque de changer d'avis 2 jours après, mais il faut pas que je réfléchisse trop longtemps et je leur dis, si vous le faites, faites-le vite. Comment est-ce que ton entourage, au-delà de tes enfants, vit cette décision et t'accompagne là-dedans? Bah, c'est marrant, c'est qu'on passe de l'invisible au visible au final, parce que jusqu'ici, il y a personne qui voit vraiment la myasthénie. Bon, moi j'ai un fauteuil roulant électrique, mais je l'utilise que sur les longues sorties en fait. Quand je suis en course, je m'appuie sur mon caddie ou j'ai une canne. Et les gens, ils ont l'impression que je marche, que je respire bien, tout ça. Parce que je sors pas avec la VNI. Hein. Et finalement, là, ça rend concret les choses. Et du coup, j'ai eu plein de messages de « Ah ben, je savais pas que ça en était à ce point-là. » Je dis « Mais en fait, personne m'écoute depuis le temps que je dis que c'est compliqué. » Les gens, on m'a déjà dit que « Ah bah moi aussi, je suis fatigué. » Je dis « Bon, bah, le jour où tu seras fatigué au point de plus pouvoir bouger du tout, et de te retrouver intubé, on en reparlera. » Mais là, ça rend... En fait, on passe à un degré où ça rend visible les choses. Et du coup, j'ai eu plein de messages, tout mignons, hein, tout gentils. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu tard. C'est peut-être avant qu'il fallait se réveiller. Parce que j'ai comme tout le monde, hein, quand on a une maladie qui se voit pas, j'ai annulé plein de trucs en disant, là, je peux pas, je suis trop KO. Et finalement, on me voit 2 jours après, on me dit, t'as l'air bien. Le pire, c'est la dernière fois, c'est la pharmacienne qui me dit, t'as bonne mine. Puis j'ai dit, oui, on va poser une trachéo. Et en fait, ça montre à quel point c'est stupide de dire aux gens t'as bonne mine, en fait. Parce que moi, ma maladie, elle affecte absolument pas ma tête. Enfin, je suis un peu les yeux, mais encore. Et c'est vrai que ça se voit pas sur le visage, ce qu'on a. En tout cas, il y a une prise de conscience des gens de ton entourage.
Et pour le moment, la première réaction, c'est qu'il se montre plus présent pour toi? Présent, non, mais enfin après c'est moi qui ai tendance à vivre les choses toute seule aussi parce que j'étais habituée comme ça. Mais présent, non, mais disons que il y a un peu plus de compassion. Est-ce que tu as déjà demandé de l'aide, du soutien, ou par rapport à cette future opération, de solliciter les gens? Non. On m'a demandé si j'avais besoin d'une infirmière, par exemple, pour tout ce qui était ma toilette, tout ça. Parce que parfois, quand je suis hospitalisée, c'est pas moi qui me lave, en fait, c'est les équipes. Mais ici, j'ai toujours inventé des stratagèmes pas possibles pour pouvoir me laver et m'habiller toute seule. Je parle aussi des gens de ton entourage, qui t'envoient justement des messages après ton opération quand tu vas devoir récupérer. Mais justement, j'allais en venir, mais là, c'était pour tout ce qui était toilette, tout ça. Du coup, j'utilise mes enfants. Eux, ils savent, voilà. Mais les autres, en fait, ils savent pas de quoi j'ai besoin. Et une fois, au tout début, j'avais demandé, on a un très très grand terrain ici, il fait 6000 mètres carrés en fait. Et j'avais demandé de l'aide pour la tonte des haies et de l'herbe. Et personne ne m'a aidé. J'ai demandé plusieurs fois et à chaque fois c'était oui, on va venir. Puis un jour, ils ont dit, ah, on peut venir. Et puis ce jour-là, c'est trop tard. En fait, j'ai fini par le faire parce que, à force de pas m'aider. Et du coup, en fait, ça m'a dégoûté un peu. J'ai plus envie de demander de l'aide. La seule aide que je demande, c'est à ma belle-mère, c'est garder les enfants quand moi je suis à l'hôpital, en fait, pour éviter qu'ils aillent en garderie trop souvent, tout ça. Et sinon, on demande rien à la maison. On n'a personne qui intervient à la maison. Ni les proches, ni les professionnels. Parce que les professionnels, j'ai essayé aussi, mais j'ai mon petit côté. Si c'est pas fait comme moi, je le fais, ça va pas. C'est le lâcher prise et c'est difficile parce que ça te renvoie au fait que toi tu peux pas faire ces choses-là. Puis j'ai une femme de ménage, elle marchait dans le mouillé avec ses baskets, ça m'énervait. J'avais juste envie de Il faut trouver une autre femme de ménage. Je me suis dit, en fait, c'est tellement lourd pour moi de lâcher prise que c'est moins lourd pour moi de le faire. Ouais, c'est tout un travail ça, de lâcher prise et de se dire c'est ok de demander du soutien et de dire là je peux pas le faire et je demande. C'est pas facile, c'est vrai. Mais du coup, on a très peu de personnes qui nous aident au final. Et comme je l'ai dit, là, il y a mon fils qui est autiste. Ça limite aussi les aides. Parce que avec son trouble autistique, en fait, il supporte pas que n'importe qui l'approche, le touche, lui parle. Il a peur des gens. Donc je peux pas, moi, du jour au lendemain. Il y a plein de gens qui me disent, je peux te les garder. Ah ouais, mais je fais comment avec mon petit deuxième là qui, avec tous ses troubles, va être bouffé d'angoisse et tout. C'est pas faisable en fait. Ça nous limite quand même pas mal au niveau des aides. Ça, quand les gens nous proposent de prendre les enfants, ils veulent pas être séparés les trois, mais en même temps le deuxième il supporte pas n'importe qui. Et encore, il a fait des énormes progrès ces dernières années. Avant qu'on termine, qu'est-ce que là, t'as un espace de parole où tu peux laisser quelque chose avec ta voix avant d'avoir la trachéotomie. Est-ce que tu aimerais délivrer un message particulier, que ce soit à des proches, à tes enfants ou à des personnes que tu connais pas qui pourraient souffrir de cette pathologie-là? Tu as libre champ de pouvoir dire ce que tu veux. Du coup, ça m'émeut. Oui. Ah, j'aime pas pleurer. Moi aussi, je suis émue et je veux vraiment te donner cet espace-là pour que tu puisses dire, voilà, ce que tu peux avoir éventuellement sur le cœur. Et c'est marrant, c'est que j'ai une amie qui est venue me questionner l'autre jour et qui m'a demandé, mais en fait, si tu mourais, le jour de ton enterrement, on fait comment, nous? Je fais, comment ça, vous faites comment? Et en fait, elle a passé la nuit à se poser la question de savoir si elle devait se mettre près de ma famille, si elle devait se mettre en noir parce que elle sait que je suis pas quelqu'un qui est triste, quoi. Et je m'étais pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir à l'extérieur. Et c'est comme là pour les bouquins. En fait, j'ai une pile immense de bouquins. Je pensais avoir quelques bouquins et je me retrouve avec une bibliothèque. Et pendant
3 ans, j'ai refusé l'aide de tout le monde. J'ai voulu gérer toute seule. Et alors, il y a aussi la particularité que mon couple était fait comme ça. Hein. Pagna était pas forcément dans le rôle d'aidante. Comme en plus elle est médecin, c'est compliqué. Et pour autant, je pense que si j'avais accepté de l'aide plus tôt, j'en serais pas là aujourd'hui. Et que parfois, faut vraiment faut vraiment accepter de tout poser à plat et de revoir ses priorités. Et il y a des trucs, c'est vraiment pas grave, quoi. Ma banquière, elle m'a appelé il y a une dizaine de jours pour 200 €. Et je lui ai dit, il y a mort d'homme. Elle m'a dit, bah non, il n'y a pas mort d'homme. J'ai dit, bon, bah voilà, vous me dérangez, c'est beaucoup plus important. Et en fait, je pense qu'il faut pas attendre d'en arriver à ce point-là pour pouvoir profiter vraiment des choses essentielles. Parce que c'est tout con une voix, mais moi, ma voix, je m'en sers pour rassurer mes élèves, rassurer mes enfants. Et j'ai l'impression qu'on me retire un outil de transmission. Alors après, je sais que j'ai d'autres moyens de le faire. Je dessine beaucoup, j'écris beaucoup, mais c'est pas accessible à tous. Et parfois, on a l'impression que tout est acquis et finalement, non. Là, on m'avait dit c'était les cas extrêmes. Bah voilà, on est tombé dans l'extrême. Pourtant, j'ai pas l'air si malade que ça. Hein. Il y aura ton corps, tes gestes pour assurer tes enfants. Mes gestes, c'est pareil. Parfois, avec la myasthénie, c'est compliqué. Mais juste d'être allongé près de toi, c'est réconfortant. Ça m'empêchera pas de faire des choses avec eux, même sans voix. Enfin, c'est pas ça le souci. Et pourtant, voilà, je suis revenu sur un truc. Je voulais pas de trachéo. Parce que je m'étais dit que je voulais pas... Je trouvais ça horrible, en fait, de vivre avec un trou. Et finalement, la seule chose que j'ai demandé au médecin aujourd'hui, c'est que je lui dis, en fait, si je veux pas aller en réa et pas être intubé, c'est pas que je veux mourir. C'est que je veux pas revivre les traumatismes de la réa, intubé éveillé, mais je veux pas mourir. Et une fois que j'ai passé ce message-là, c'est eux qui m'ont proposé cette solution-là, justement pour vivre. Et j'ai dû revoir mes convictions profondes pour ça. T'as avancé sur le chemin de l'acceptation. Ouais. Après, j'ai pas super le choix non plus. C'est ce que tu dis, tu choisis de vivre avec le moins de répercussions et de moments extrêmement durs. Tu préfères la trachéotomie à la réa. Et ça reste un choix que tu fais toi. Et la première fois que j'étais en réa, quand j'étais intubée, je me suis imaginé aller à Lille voir les neurologues qui m'ont envoyé promener. Et leur demander comment on faisait maintenant que c'était dans les 1%. Parfois, je me suis demandé s'ils lisaient vraiment les comptes rendus pour voir un petit peu est-ce que ça pouvait leur faire de voir qu'ils étaient passés à côté de tout ça. En fait, ce qui est important dans tous ces cas-là, je trouve, c'est mon avis, c'est pas tant se faire justice à soi. Non, c'est que ça se répète pas. C'est ça. Parce que finalement, notre cas, il est passé. On peut pas revenir, on peut pas avec des si, on refait le monde, mais en tout cas, de prévenir, oui, ça peut éviter qu'une autre personne subisse ce que toi tu as vécu. Et c'était ça la motivation première de les prévenir au départ et d'aller les revoir. Et aujourd'hui, j'ai même plus cette colère-là, en fait. Pourtant, elle m'a nourri un moment. Je te trouve très, très courageuse, Thaïs. Et j'espère que cette trachéotomie, elle va t'apporter un second souffle, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais qu'elle va vraiment pouvoir te permettre de vivre plus sereinement, sans cette crainte permanente de devoir aller en réanimation, de devoir potentiellement être intubé. Mais encore une fois, je suis un cas à part. Ouais, je crois qu'on l'a bien compris, mais tu n'es pas la seule à vivre ça, je pense. Et donc c'est aussi important que tu puisses raconter ce que toi tu vis, et puis aussi que des personnes qui seraient séronégatives, eh bien, si elles écoutent ton témoignage, qu'elles sachent que certains traitements, il ne faut surtout pas les prendre, qu'il faut s'écouter, qu'il faut reconsulter, parce que peut-être si tu ne t'étais pas écouté, ta dégradation aurait été encore plus rapide.
Ah oui, je pense. J'ai été opéré finalement en juillet parce qu'ils devaient changer la pile de mon neurostimulateur en fait. Et j'ai été opéré en juillet qui a suivi et l'anesthésiste a refusé de pas prendre les précautions. Il m'a dit on va faire comme si vous aviez le diagnostic posé. Il fait parce que c'est trop. J'ai montré le compte rendu de la neurologue et il m'a dit que c'était trop cavalier de faire d'abandonner comme ça alors que j'allais pas mieux. Mais oui. Bon, il y a des gens intelligents. Oui, après j'ai des médecins qui sont. Alors depuis qu'ils ont posé le diagnostic, je suis entouré que de personnes absolument fantastiques au final et heureusement parce que ça met un coup quand même. Que ce soit la nana du magasin de matériel médical qui gère l'aspect fauteuil roulant, matériel en tout genre, qui est absolument au top, avec tous les soignants de l'hôpital. Bon, je crois qu'ils me connaissent tous à force, mais ils me connaissent pas dans le sens elle encore là, celle-là. Ils savent qui je suis, ils savent que j'ai des enfants, ils savent à quel point c'est dur, et ils savent que parfois, selon la tête que j'ai, il faut me laisser dans mon coin. En tout cas, tu as trouvé une équipe qui te prend en charge de manière adaptée, qui surtout te connaît, j'ai l'impression, qui est bourrée d'empathie et de bienveillance et compétente. Vraiment, ouais. Mais c'est pour ça que c'est important d'aller consulter dans ces centres-là. Parce que quand on leur dit, je comprends pas, ça me fait ça, il faut, si, c'est votre maladie, c'est tout, c'est pas... Alors que des mois et des mois avant, on nous disait, arrêtez, c'est pas possible. Pour les douleurs, pendant des mois, on m'a dit prenez de la codéine parce que j'avais mal. Donc, finalement, la codéine, ça accentuait mes symptômes. Bon. Aujourd'hui, on est passé sur de la morphine, c'est pareil, ça aurait pu accentuer, mais c'est dosé différemment, voilà. Mais ces choses-là, si c'est pas des équipes qui le savent, on a besoin d'une vraie prise en charge globale. Et là, en l'occurrence, elle est pluridisciplinaire. Et je pense que c'est important pour mieux vivre les choses. Surtout quand ça prend des tournures un petit peu envahissantes. Et quand il y a les enfants derrière. Parce que mon médecin m'a proposé de faire le tour de l'hôpital elle-même et de filmer l'hôpital pour le montrer à mes enfants. C'est trop mignon. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais ajouter aux personnes qui peuvent nous écouter, par exemple? Qu'il faut pas s'oublier. On a tendance à s'oublier quand même quand on cherche. Parce que je me souviens quand je cherchais les neurologues qui pouvaient m'aider, en fait, au final, derrière, j'étais tellement dans l'action tout le temps que j'avais pas de phase de repos, j'écoutais pas les symptômes du tout. Et je pense que j'ai fait pire que mieux, donc faut vraiment s'écouter. Et je pense que c'est valable dans toutes les pathologies, ça. Et on a souvent tendance à pas vouloir prendre en compte le côté psy, parce qu'on se dit c'est admettre que du coup la maladie elle est psy, mais non, en fait c'est le déclenchement de n'importe quelle maladie a besoin d'un soutien psy. Ça veut pas dire que c'est une maladie d'origine psychologique. Hein. C'est deux choses différentes. Là, c'est un soutien qui est important. Et puis, il est important aussi de dire que parfois, des chocs émotionnels, donc psychologiques parfois, peuvent être à l'origine par exemple, du développement d'une maladie auto-immune. Mais ça veut pas dire que la maladie est dans la tête. Ça veut pas dire que la maladie est psychologique, mais certains chocs peuvent déclencher. Mais nous, dans la myasthénie, ils le disent, que tous les chocs émotionnels, toutes les situations de stress, ça stresse la jonction neuromusculaire. Quand à chaque fois que je vais aux urgences, on me demande si j'ai eu un choc émotionnel, quelque chose qui justifie la dégradation soudaine. Et c'est important de connaître aussi son corps, de savoir à quel moment c'est vraiment là, il faut aller à l'hôpital et c'est grave. Et à quel moment, ça peut... Parce que la dernière fois, avant d'aller à l'hôpital, je suis resté 2 jours chez moi couché avec la VNI, j'ai pas bougé pendant 2 jours. J'ai pas mangé, j'ai quasiment pas bu et j'ai dormi pendant 2 jours avec la VNI. Alors que là, il aurait fallu sûrement aller à l'hôpital à ce moment-là. Oui. Merci d'avoir pris de ton énergie, de ton temps pour témoigner et partager ça avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Merci à toi surtout. J'espère vraiment que... Au bout d'un an. Au bout d'un an. Mais voilà. Tout arrive, ça a un sens aussi que ça se fasse aujourd'hui, je crois. Peut-être plus que si on l'avait fait il y a 1 an. En tout cas, moi j'ai cette conviction très profonde que les choses arrivent au moment où elles doivent se faire.
voilà, je suis sûre que ta voix va porter loin et va aider certaines personnes qui, pour d'autres raisons peut-être, vont aussi vivre une trachéotomie, qui peuvent ressentir des choses similaires à ce que toi tu traverses aujourd'hui. Et j'espère que tu me donneras de tes nouvelles. Et je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment que ta maladie se stabilise grâce à cette opération et que tu puisses profiter aussi de ton bébé qui va bientôt naître et de tes 3 autres magnifiques enfants et voilà, que la vie va être plus sereine en tout cas et moins aux abords des hôpitaux. Merci beaucoup. Merci Thaïs et à très très bientôt. Depuis l'enregistrement de son témoignage, Thaïs s'est fait opérer pour la pose de sa trachéotomie. Je souhaitais vous partager les nouvelles qu'elle m'a transmises. Malgré un début difficile, car elle ne voyait que les nombreux soins à effectuer et les nouveautés à s'approprier, elle a, avec l'aide de son docteur qu'elle qualifie d'extraordinaire, su prendre un jour après l'autre. L'évolution s'est faite rapidement et elle a vite dompté le matériel et l'orifice de sa trachéotomie. Elle a fait une décompensation respiratoire mi-janvier, mais la trachéo lui a permis, comme elle le souhaitait et l'espérait, d'éviter la réanimation et l'intubation. Elle a été soulagée de ne pas avoir besoin d'aller en réanimation et 3 jours d'hospitalisation ont suffi à ce qu'elle puisse rentrer chez elle. Le médecin lui a alors confirmé que cette opération avait été la chose la plus raisonnable à faire. Thaïs a en parallèle arrêté de travailler et a sollicité plusieurs organismes pour obtenir des aides. L'arrêt du travail a vraiment été bénéfique, même si la décision a été difficile à prendre. Travailler avec la trachéotomie étant trop compliqué. L'accompagnement des soignants bienveillants vers cette décision l'a aidée à déculpabiliser et mieux vivre cet arrêt. Elle redécouvre la joie de passer des moments avec ses enfants, notamment son petit dernier né, qui se porte à merveille. Ses enfants ont pu être impressionnés au départ par son opération, mais aujourd'hui ils se sont habitués et sont même plutôt contents, car elle peut beaucoup plus s'occuper d'eux grâce à elle, disent-ils. Thaïs est déjà complètement autonome dans ses soins. Pour résumer, cette opération lui a changé la vie et a nettement amélioré son quotidien. Merci encore Thaïs pour ton témoignage. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous pour le faire connaître afin qu'il puisse, je l'espère, soutenir un maximum de personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour connaître la sortie des prochains épisodes et suivre celui-ci sur sa page Instagram, un mot sur mes mots. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.